camarades du CNCP, bonjour et bienvenue à notre journée de formation. Ma présentation consistera à vous donner les clés pour la compréhension globale de la situation internationale. Alors, on va un peu brosser ce qui se dit actuellement pour pouvoir avancer dans notre exposé. Aujourd'hui, il est courant de dire que le monde va mal, qu'il faut que ça change, mais également que les droits de l'homme sont de plus en plus négligés, qu'il n'y a plus d'avenir pour nos jeunes, ou que le fascisme, le terrorisme, le vent en poupe, et j'en passe. Toutes ces revendications sont le résultat de l'aggravation de la pauvreté, des écarts de plus en plus grands entre les classes sociales en Europe et ailleurs, notamment dans les pays émergents, nous reviendrons dessus plus tard. De plus, la présentation du monde dans les médias mettant en avant tous les malheurs du monde ne nous permet plus d'espérer et de rêver aux autres alternatives qui pourtant existent et que nous pouvons construire. Tous ces éléments nous font percevoir la situation internationale comme particulièrement instable et défavorisent la confiance en nos institutions. Donc dans cet exposé, nous nous pencherons sur les conséquences des mutations de la situation internationale actuelle. D'abord, de plus en plus, nous observons un dérèglement sur les plans économiques, sociaux et politiques. Cela passe par un fossé de plus en plus large entre les classes qui s'exprime par le manque de moyens dans la vie de tous les jours. C'est le cas, par exemple, en France, des grèves des hôpitaux publics qui ont de moins en moins de moyens. On peut nommer par exemple l'hôpital de Rouvray en France qui a effectué une grève en mars 2018 pour le manque de lits, le manque de moyens pour l'accueil des familles, de patients, mais également de leurs conditions de travail. Nous aussi en Martinique, nous avons été touchés avec l'hôpital de Trinité, avec le CHUM et les aides-soignants qui finalement demandent de plus en plus des congés maladie et du coup ce métier qui a pour vocation de soigner notre population devient invivable. Nous retrouvons également dans les situations qui nous atteignent dans la vie de tous les jours et dans notre quotidien en fait, le cas aussi de nos bacheliers, futurs étudiants, avec par exemple le cas de Parcoursup en France, où on se retrouve avec environ, selon le jour de l'humanité, 158 000 élèves qui se retrouvent sans affectation ou qui n'ont pas encore de choix précis sur là où ils iront à la rentrée scolaire. Donc, quels sont les impacts de ça? Qui dit ne pas avoir d'affectation dit que dans les familles où les moyens économiques sont restreints, on se pose la question de où il va vivre, comment on peut appréhender le budget, et puis l'enfant lui-même se demande quel est son avenir professionnel et est-ce qu'il sera dans des études qui vont lui correspondre. Et qu'est-ce que cela a pour impact? On se retrouve avec une situation qui favorise les classes aisées et défavorise les classes populaires. Par exemple, aussi bien que dans l'exemple des soins hospitaliers et l'exemple de Parcoursup avec le choix de nos futurs étudiants actuellement bacheliers, une famille qui a les moyens pourra privilégier, si son enfant n'a par exemple pas eu la filière qu'il voulait ou n'est pas du tout affecté, pourra privilégier le fait de l'envoyer dans une filière privée. Mais en général, les familles de classe aisée, de toutes les façons, n'ont pas ce genre de problème, parce qu'en général, leurs enfants sont les meilleurs, parce qu'ils ont des conditions de vie qui leur permettent déjà d'être les meilleurs élèves, sans parler des cours particuliers, etc. Nous ne sommes pas en train de critiquer ces gens aisés, nous sommes juste en train de dire à quel point ça favorise une classe par rapport à l'autre. Et dans l'autre contexte, ben, la famille qui est la famille de classe populaire n'aura pas ces avantages. Va se retrouver à se poser des questions sur comment payer ses soins à l'hôpital, va aller dans un hôpital où ils seront défavorisés, on a des hôpitaux qui transportent encore des bactéries, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça qui renforce du moins l'écart entre les classes sociales. Voilà. Nous pouvons aussi parler des réformes sociales, par exemple avec l'arrivée du nouveau président Emmanuel Macron, la suppression des 5 euros sur les allocations personnalisées au logement, ce qui ne fait que soutenir la position capitaliste que la France est en train de prendre et qui rejoint sa sœur les États-Unis où les étudiants s'endettent déjà
pour payer leurs universités et cela conduit aux résultats sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Ça peut être l'échec scolaire, ça peut être le décrochage scolaire, mais aussi toutes les dérives qui vont avec. Aujourd'hui, à Londres, on remarque que les jeunes filles de mon âge, c'est un phénomène très moderne, les sugar daddy, des jeunes filles qui font appel à des hommes plus âgés pour leur financer leurs études, pour leur financer leur voyage. Donc c'est une espèce de prostitution déguisée, mais qui est banalisée parce que, de facto, faire des études est devenu un luxe. Mais c'est aussi les dérives comme vendre de la drogue et comme peut-être ne pas en vendre, mais en consommer pour devenir meilleur à l'école ou pour tout simplement oublier. Cela amène à des violences et à toutes les dérives qui sont associées à ces coûts exorbitants pour l'éducation, alors que l'éducation devrait être accessible à tous. Et donc, manque d'éducation, et cela renforce le fossé entre les classes. Et donc, on a un déséquilibre économique, social. Deuxième point, nous assistons aujourd'hui également à l'éclosion d'un nouvel ordre économique. Le rapport des forces s'inverse et les positions dominantes des pays impérialistes occidentaux sont mises à mal par les pays émergents. C'est le cas notamment de la Chine qui renforce ses liens avec les pays fournisseurs de matières premières, par exemple les pays du continent africain. Et je vais vous prendre un exemple très concret. Au début du mois, j'étais en Afrique du Sud, donc l'Afrique du Sud fait partie des pays émergents, avec des startups innovantes qui déploient des biens et des services futurs pour le continent africain. Et nous étions réunis en Afrique du Sud pour un événement organisé par Jack Ma. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent Jack Ma, peut-être que d'autres non. Jack Ma est l'homme le plus riche de Chine et c'est également le propriétaire d'Alibaba. Alibaba, c'est l'une des 3 plus grandes entreprises chinoises spécialisées dans l'e-commerce et également le paiement et également la publicité. Parce qu'il faut savoir que la Chine est un pays extrêmement fermé, donc il y a une monnaie, une politique, un seul site de conversation, un seul site pour naviguer sur Internet. Voilà, il n'y a pas Google, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas tous ces grands que nous, on connaît. Par exemple, Alibaba, c'est l'équivalent d'Amazon chez eux, mais il n'y a pas de concurrent. C'est Alibaba seulement, les moyens de paiement, il n'y a pas de concurrent, c'est Alipay seulement. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'Alibaba aujourd'hui investit en Afrique. Pourquoi Alibaba investit en Afrique? Alibaba a déjà compris qu'il y a un marché qui n'a pas été exploité par les pays occidentaux qui sont là pourtant depuis très longtemps. Et Alibaba a pour projet d'utiliser ses futures startups innovantes qui proposent des biens et des services en Afrique pour pouvoir intégrer le marché africain. Voilà, et donc c'est exactement ce qu'ils veulent avoir en Afrique en passant par nos startups africaines. Ce n'était qu'un exemple, nous savons également que la Chine a investi dans pas mal d'achats de terres agricoles en Afrique, notamment dans les Antilles. Les Chinois ont également investi dans nos Roms. Voilà, et comme je parlais de start-up, je vais enchaîner sur un phénomène qui atteint beaucoup notre situation internationale globale en ce moment, c'est les révolutions technologiques. Technologie de paiement, sur la maladie, la robotisation, et puis aussi la formation. Voilà, aujourd'hui, on est souvent confronté aux fake news, donc les fausses nouvelles. Et ça, c'est avec l'essor des réseaux sociaux, de Facebook, d'Instagram. Et le fait que finalement, chacun d'entre nous devient un canal d'information, mais aussi que chacun d'entre nous peut donner son avis. Donc tout ça bouleverse les choses, si bien qu'aujourd'hui, les médias deviennent de plus en plus la bête noire des États. On peut le voir avec nos 2 présidents actuels qui font le buzz. Je parle d'Emmanuel Macron et de Donald Trump. Donald Trump, dans la plupart de ses meetings, accuse de plus en plus la presse de diffuser des fake news. Emmanuel Macron lui-même, il a une stratégie de com qui fait en sorte qu'il contrôle tout ce qu'il dit à la presse. Il les fait attendre lors de ses premiers discours. Voilà. Aujourd'hui, la presse est de plus en plus méprisée. Et avec les nouvelles technologies, on assiste à un nouvel ère de presse. Nous pouvons aussi parler des monnaies. De plus en plus, les monnaies
l'espèce disparaît. On a l'arrivée des néobanques. Alors les néobanques, qu'est-ce que c'est? Les néobanques, il y a les banques en ligne, mais les néobanques en fait n'appartiennent pas à des banques qui existent déjà. Par exemple, aujourd'hui, vous avez Hello Bank. Hello Bank appartient à BNP Paribas. Et aujourd'hui, vous avez d'autres banques comme Revolut, N26 où vous pouvez avoir un prêt immobilier. Vous pouvez mettre de l'argent, vous pouvez cotiser pour une assurance maladie, une assurance voyage, etc. Vous pouvez avoir une carte premium, etc. Et tout ça se passe en ligne. Donc ça veut dire que vous avez le suivi d'une banque normale sans la pression. Voilà, et puis dernier élément qui est vraiment en train de bouleverser notre planète, c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui sont des devises qui sont basées en général sur des choses qui existent déjà. On a l'or, on a l'argent et avec lesquels on pourra de plus en plus payer. On peut également parler de l'essor des crypto-monnaies qui peut par la suite être une alternative. Par exemple, à Dubaï, aujourd'hui, vous pouvez acheter un appartement pour 85 bitcoins. Le bitcoin est une des crypto-monnaies connues, d'ailleurs la plus connue. Mais cependant, bon, il y a encore une limite aux crypto-monnaies puisque vous ne pouvez acquérir des crypto-monnaies qu'avec des devises déjà existantes. Si vous voulez acheter un bitcoin et qu'un bitcoin coûte 5000 euros, voilà. Donc vous êtes obligé de passer par votre compte bancaire, votre carte bancaire pour pouvoir acheter ces bitcoins avec de l'euro. Donc peut-être que par la suite, ça va évoluer. Et puis également, hormis les crypto-monnaies, aujourd'hui, on assiste beaucoup avec l'essor des iPhones de la marque Apple, puisque beaucoup plus de personnes ont des Apple. Ce fameux Apple Pay, si bien que les États et les commerçants, d'ailleurs, j'en parle, ma mère est commerçante, on en discutait, elle me disait que c'était important pour elle maintenant d'avoir forcément un outil Apple pour pouvoir permettre à ses clients de payer parce que les banques sont en train de plier au phénomène Apple. Donc aujourd'hui, voilà, non seulement la révolution est technologique, mais c'est une révolution qui s'appuie aussi sur le fait qu'on rentre de plus en plus dans une société de consommation, mais une société de consommation de produits chers, alors que nous sommes toujours en pleine crise et comme je le disais plus haut, que le fossé entre les classes sociales est en train de s'élargir un peu plus à chaque fois. Voilà. Maintenant, je vais passer à un autre phénomène après avoir traité des problèmes économiques et sociaux. Ensuite, de l'inversement des rapports de force entre les positions dominantes des pays impérialistes occidentaux avec les nouveaux pays émergents. Je parlerai maintenant de ce phénomène qui nous touche tous et qui est peut-être le sujet le plus actuel du XXIe siècle, notamment des dernières années. Il s'agit du phénomène migratoire. Alors le phénomène migratoire, c'est quoi? Le phénomène migratoire, c'est quelqu'un qui quitte son pays ou son continent pour aller ailleurs. Il peut aller ailleurs pour des raisons économiques, mais aussi pour des cas de guerre ou de catastrophes climatiques. Et aussi, on a le cas des réfugiés politiques. Aujourd'hui, nous qui font partie de l'Union européenne, nous sommes particulièrement touchés puisque l'Europe ne fait que se plaindre de tous ces migrants qu'elle accueille. Mais bon, je veux juste vous faire un rappel. Sur 250 millions de migrants, l'Europe n'accueille que 10%, alors qu'on a l'impression que l'Europe accueille, comme le diraient certains, toute la misère du monde. Pour rappel, un migrant. Un migrant, c'est quelqu'un qui, dans son pays, peut faire des études, peut aspirer à une vie familiale, à une situation professionnelle qui peut se retrouver déstabilisée ou qu'il n'atteindra jamais. Et donc, on se retrouve de plus en plus dans ces pays. Donc, on peut prendre le cas le plus fréquent, c'est celui du continent africain, où des gens font des formations, ont des bons diplômes, mais ne savent pas ce qu'ils feront avec. Donc, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une population qui ne rêve plus. Une population qui ne rêve plus, c'est une population qui désespère. C'est une population qui est prête à tout. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette population qui peut prendre des bateaux. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une population qui peut mettre en jeu sa vie
pour espérer avoir mieux, pour espérer rêver peut-être pour la première fois. Voilà, et je voudrais d'ailleurs évoquer le cas de la Turquie qui est en train de vouloir entrer dans l'Union européenne. Alors pourquoi la Turquie veut entrer dans l'Union européenne? C'est une conséquence des accords qu'elle avait eus avec l'Union européenne parce qu'il faut savoir que la Turquie recevait de l'argent de la part de l'Union européenne pour pouvoir bloquer l'immigration. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut se poser la question de la Libye. Est-ce que la Libye aussi également bloquait l'immigration vers l'Europe et que les horreurs que nous avons entendues ces dernières années sur l'esclavage qui existait toujours, sur les conditions de ces migrants, sur le marchandage d'êtres humains en Libye, sont dues aux dispositions que l'Union européenne avait prises avec eux. Mon exposé touche à sa fin, donc je veux juste rappeler les points que j'ai évoqués. Donc des règlements sur les plans économiques, sociaux et politiques. Inversement des rapports de force entre les pays impérialistes occidentaux et les pays émergents. L'arrivée des nouvelles technologies dans notre vie. Comment ça va bouleverser le monde, c'est le début d'une nouvelle ère. Et puis, j'ai terminé par le phénomène migratoire. Maintenant que j'ai évoqué tous ces points, ces faits nous affectent tous dans notre vie de tous les jours. Ce sont des sujets dont nous entendons parler, ce sont des sujets qui nous touchent au plus près, ce sont des sujets qui changent également notre vie politique, notre vie sociale. Quand je parle de vie politique, je parle également des élections, des personnes que nous sommes tentés de choisir. Je parle également en France, quand on voit que Marine Le Pen arrive au deuxième tour, que le Front National fait de bons résultats, notamment dans notre île en Martinique, parce que certaines personnes ne veulent plus voir les Haïtiens chez eux. Ce genre de problèmes nous atteignent, notamment la crise migratoire, l'évolution des nouvelles technologies, notre façon de penser, notre façon d'être acteur de la société. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les solutions? Nous assistons à l'éclosion des mouvements citoyens, mais nous assistons aussi à la montée des extrêmes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est trouver des alternatives, probablement créer des mouvements citoyens ou alors adhérer à des mouvements citoyens qui existent déjà, se mettre au cœur du débat, tout le temps être formé et informé autour de nous avec des informations justes. Il faut qu'on arrête les débats où on polémique tout le temps. Il faut qu'on arrive à des débats où la seule finalité, c'est la vérité et la vérité débouche sur une solution. On doit obtenir une population consciente, inciter à l'engagement politique et démystifier toutes les idées de développement qui sont le fruit de l'aliénation. Nous devons permettre à chaque individu d'être personnellement acteur de la transformation dans tous les aspects de la vie quotidienne, des autres et également de sa vie. Et c'est peut-être comme ça, enfin je pense, c'est un avis personnel, que nous pourrons régler ces soucis et arrêter de nous plaindre de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que si nous sommes là, juste latents, à chaque fois que quelque chose se passe, on ne va pas y arriver. Il faut continuer à faire des manifestations, il faut continuer à faire des grèves si on n'est pas d'accord, il faut continuer à communiquer, il faut continuer à donner une autre éducation, à rêver d'un monde différent parce que tout n'est pas encore fini. Nous avons chacun notre patte à ajouter. Voilà, donc nous capote et manève et puis tchébéret, salutations militantes.